Oui, bonjour à tous, Bruno Yannick. Donc, je suis heureux de vous accueillir là sur cette présentation. On va parler un peu de technique et quand on parle d'entraînement à vitesse variable, c'est le sujet. On parle beaucoup de moteurs aussi, pas simplement de variateurs, donc et d'applications bien sûr, de machines à entraîner. Donc, on va passer en revue un peu la démarche de dimensionnement et de sélection. Pour sélectionner un variateur, il faut évidemment comprendre ce que l'on entraîne. Donc en démarrant la mécanique et en remontant sur le moteur, le réducteur éventuel, le moteur et le variateur. Voilà, donc le sommaire que l'on peut vous proposer, déjà c'est réexpliquer un petit peu l'importance d'un dimensionnement adapté aux besoins. On comprend assez facilement pourquoi il ne faut pas sous-dimensionner un entraînement, mais le surdimensionner, c'est pas toujours idéal non plus. Donc le bon dimensionnement, c'est celui qui est adapté, c'est-à-dire ni trop gros ni trop petit quelque part. Les principes de pilotage d'un moteur asynchrone, on va focuser aujourd'hui sur la partie moteur asynchrone. C'est encore plus que 90% des applications. On entend de plus en plus parler de moteurs synchrones qui sont un peu plus spécifiques et une diversité technologique est plus large. Mais là, on va pas se compliquer la vie, on va rester axé sur le moteur asynchrone dans un premier temps. Il y a d'autres sessions qui parlent de technologie moteur par ailleurs, si ces sujets vous intéressent. Ensuite, on parlera des différentes formes de couple de machines entraînées qui sont nécessaires à comprendre si on veut faire le dimensionnement correctement, les critères qui amènent à dimensionner le moteur, les critères qui amènent à dimensionner le variateur, et pour mieux comprendre un peu, c'est rien de mieux que quelques courbes pour positionner un peu la façon dont on fait les dimensionnements par rapport. Ça permettra d'illustrer un peu la théorie. Voilà, donc l'objectif de cette formation, à la fin de cette session, vous en saurez un peu plus sur la partie fonctionnement moteur asynchrone et variateur et les critères principaux qui sont nécessaires de comprendre. J'ai ma page qui se met pas à jour. Je ne sais pas si je suis arrivé à la page 4 maintenant. J'ai un petit souci de PowerPoint. Alors, c'est merveilleux. Les aléas du direct. Ouais, elle n'est pas piégée cette présentation normalement, t'inquiète pas. C'est... Alors... Oui. En fait, je suis toujours figé à la page 2 là. Mais... Alors là, on est à page. Voilà, on a fait. Et tu peux passer à la suivante. Voilà, donc je déroule. Dimensionnement adapté aux besoins. Alors pourquoi c'est important Bon là, elle représentait typiquement une chaîne cinématique d'entraînement, hein, c'est un levage. Donc vous avez une masse suspendue, donc avec une force qui est le produit de la masse par la gravité et une roue qui va enrouler ce câble, donc avec un couple à produire si on veut enrouler, un couple plus ou moins important si on veut enrouler ou dérouler ou maintenir la charge en suspension. Et donc un moteur électrique, on n'a pas représenté de réducteur, mais évidemment il peut y en avoir, un variateur et un transfo. Donc on comprend bien qu'il faut qu'on dimensionne correctement ce type d'appli, et c'est facile à comprendre qu'il faut bien dimensionner l'entraînement, surtout si on est positionné sous la charge. Et donc, les équations classiques en mécanique, hein, si on produit un couple moteur supérieur au couple résistant, ben, on a tendance à accélérer, donc à remonter la charge, par exemple, ici. Et si on produit un couple inférieur au couple résistant, on va décélérer, donc là, on est en mode décélération. Si le couple est égal au couple résistant, alors on est en vitesse constante, donc on maintient la charge.
Donc, au-delà des performances de contrôle de couple, il faut qu'on ait le couple moteur suffisant qui intègre les masses, les inerties, les temps d'axel qu'il faut fournir, quelquefois la force du si c'est un pont à l'extérieur, quelquefois on introduit les notions du vent, etc. Donc, tous ces données-là sont en général modélisées par le mécanicien et qui vont permettre de définir déjà les attentes du mécanicien. Donc, le sous-dimensionnement, on comprend bien que ça posera question, on fera pas les performances. Un surdimensionnement, c'est aussi un surcoût évident de l'ensemble des composants, mais c'est aussi plus de consommation et aussi polluer plus le réseau, parce que le variateur, il est optimisé pour sa puissance nominale. Et si on met un variateur très gros par rapport à l'utilisation qu'on en fait, ben, potentiellement, il y aura une réjection harmonique sur le réseau qui est un peu plus polluante et on aura un rendement qui sera moins bon. Donc c'est important de bien dimensionner, de dimensionner juste hein, quelque part, et économiquement aussi, bien sûr. Ensuite, Antoine, si tu peux avancer. Voilà, donc la méthode classique, on part du bout d'arbre. On part du bout d'arbre de la machine entraînée. Alors, on a une définition en kilowatts. Souvent, les mécaniciens parlent en kilowatts. On verra que nous, on aime bien parler en vitesse variable, on aime bien parler en couple aussi. Sinon, on peut se tromper dans les dimensionnements. On a un réducteur pour adapter la vitesse et notamment la vitesse par rapport au moteur. Donc là, on va introduire des pertes additionnelles et on a le moteur à dimensionner qui lui sera capable de développer une certaine puissance. Donc en règle générale, on part toujours de la charge, on remonte au réducteur, on remonte au moteur et ensuite on calcule le courant nécessaire à dimensionner le variateur et ensuite on fait la somme des charges sur le réseau et on calcule le transfo éventuel. Ce qui est important, c'est de comprendre l'application, c'est-à-dire que on verra évidemment il y a plusieurs façons d'aborder le sujet, donc soit on a des demandes qui sont des demandes on va dire courtes en disant bah, j'ai besoin d'un variateur 30 kW. Il y a plusieurs variateurs qui peuvent faire le boulot à 30 kW. Si on ne s'intéresse pas ni au type d'application, ni au type de forme de couple, aux surcharges éventuelles, etc., on risque de faire une réponse partielle. Bon, mais quelquefois, c'est nécessaire parce que voilà, on va dire j'ai besoin d'un variateur de 30 kW sur un ventilateur, on sait à peu près faire un dimensionnement très rapide. Si c'est un convoyeur, si c'est un levage, etc., c'est un peu plus compliqué, il faut poser plus de questions. Mais en tout état de cause, plus l'appli est complexe et plus il faut poser de questions. Donc il faut bien être capable de comprendre l'application quand on aborde le dimensionnement. Ensuite, pour ce qui est du moteur également, là on va parler du moteur asynchrone. Donc il y a quelquefois il peut y avoir des considérations particulières à prendre au droit du moteur. Donc c'est important aussi d'avoir une culture minimale moteur pour faire correctement le dimensionnement d'un entraînement vitesse variable. Donc chez Danfoss, on cultive l'indépendance moteur, c'est-à-dire que c'est un de nos credos. On ne fabrique pas d'automates, on est indépendant au niveau communication, on ne fabrique pas de moteurs industriels, mais on se doit de pouvoir piloter tous les moteurs du marché. Donc ça fait partie de nos fondamentaux que d'avoir des contrôles moteurs adaptés pour chaque technologie moteur. Ensuite, tu peux avancer. Et donc, étape par étape, ça revient un petit peu à ce que je disais, on part en règle générale, évidemment on prend en compte le réseau électrique du client, donc bon, après c'était simple, 400 volts, 50 Hz pour la majorité des cas, mais dans les grosses puissances on peut passer en 690, quelquefois on a du 500, donc on doit tenir compte évidemment de la tension et du réseau, mais tout de suite après on doit se préoccuper de ce qu'on va entraîner. Donc le type de charge, on va voir qu'il y a différents types de couples. On doit être capable de dimensionner, d'avoir une approche du dimensionnement du moteur en vitesse variable. Dans bien des cas, c'est pas nous qui le faisons, c'est le mécanicien ou c'est le client utilisateur qui dit voilà, j'ai déjà un moteur en place, je voudrais mettre un variateur dessus, ou je veux remplacer un moteur à vitesse fixe par un entraînement à vitesse variable. Et c'est là qu'il faut tout de même s'intéresser à ce qu'on entraîne pour faire la proposition adaptée. Et ensuite vient le dimensionnement du variateur. Oui, le dimensionnement du variateur, il vient quand même à la fin si on respecte les étapes classiques. Donc tu peux avancer.
On va faire un rappel sur la partie moteur asynchrone, parce que c'est aussi nécessaire de comprendre comment, un petit rappel sur le fonctionnement des moteurs asynchrones, je ne rentrerai pas dans le détail. Pour un moteur asynchrone, c'est le moteur qui a été conçu pour tourner à vitesse fixe, connecté directement au réseau. Donc vous avez des réseaux qui sont à tension et à fréquence fixe. Un moteur asynchrone, moteur à induction, donc c'est un moteur robuste, qui est construit avec une cage d'écureuil. Donc c'est des barres rotors qui sont mises en court-circuit par des couronnes. Vous voyez une petite image là en haut à droite d'un moteur, et vous avez un stator qui peut être bobiné avec un certain nombre de pôles. Et donc en fait on répartit les bobines triphasées soit en une paire de pôles, c'est-à-dire que c'est la première ligne, soit deux paires de pôles, on double le nombre de paires de pôles, trois paires de pôles, on triple la paire de pôles. Et donc en fait, comment ça fonctionne? À droite, vous voyez en fait la sinusoïde. Donc on va avoir un champ tournant qui va être plus rapide si on est en deux paires de pôles qu'en une paire de pôles, et encore plus rapide si on est en trois paires de pôles par rapport à une paire de pôles. Et donc en faisant varier le flux du champ tournant au travers du rotor. Le rotor, lui, il a des barres qui sont en court-circuit par les couronnes. Donc c'est comme si on avait des bobines qui étaient mises en court-circuit. Donc il va y avoir une induction dans le rotor. C'est pour ça qu'on parle de moteur à induction. Entre le champ tournant stateur et le rotor, on va avoir une induction. Et comme les barres sont en court-circuit, le courant ne peut pas courant ne peut pas monter, donc en fait il va y avoir, via la loi de Lenz, création d'une force mécanique qui va s'opposer à la variation du champ tournant, puisque les bobines rotor sont en court-circuit, et donc le rotor va commencer à suivre le champ tournant du stator. Donc c'est le principe du moteur à induction, et donc évidemment plus le champ tournant est rapide dans la cage statorique, et plus le rotor va plus vous allez diminuer, en fait, vous allez répartir la fréquence dans le stateur, et vous allez diminuer la vitesse de rotation du rotor. Et donc, sur le marché, de fait, de par le nombre de pôles qui peut varier d'un moteur à l'autre, vous avez des moteurs qui peuvent alimenter à 50 Hz, tourner à 1500 tours, à 1000 tours ou à 3000 tours, selon la polarité. Donc dans le dimensionnement, il faut le comprendre, parce que la majorité des moteurs sur le marché sont des moteurs 4 pôles, donc deux paires de pôles, donc qui sont à 1500 tours. Mais il y a beaucoup, dans les industries, il y a beaucoup de moteurs aussi de pôles et 6 pôles, hein, ça dépend des machines. Et quelquefois, l'un est plus adapté que l'autre. Et par le choix de la polarité moteur, on va voir aussi qu'on peut aboutir à une optimisation de dimensionnement quand on peut. Voilà, donc ensuite, si on passe la diapo suivante, bon, c'est une illustration de ce que je viens d'expliquer littéralement, on va dire. Hein, donc on a un champ tournant qui est établi au stator, et un rotor qui va suivre le champ tournant au stator. Donc le rotor va suivre, mais avec toujours un retard. Donc il y a toujours un glissement entre ce qu'on appelle un glissement. Le rotor glisse par rapport au stator. Donc on a une différence de vitesse entre le rotor et le stator. Et plus le couple est important sur l'arbre, plus ce glissement augmente. Hein, donc c'est le principe des moteurs asynchrones. Donc c'est un moteur qui n'est pas rigide, entre le stator et le rotor, c'est pas rigide, il y a une certaine souplesse quelque part qui vient par cette notion de glissement. Donc il faut faire varier le champ avant que le rotor commence à bouger. Donc il y a toujours un glissement. Ce qui n'est pas le cas de moteurs asynchrones à aimant, etc., puisque là les aimants n'offrent pas le même fonctionnement. Et donc si on regarde la courbe d'un moteur asynchrone qui démarre en vitesse fixe sur le réseau, alors tu vas un peu vite, voilà, ça c'est bon. Ça c'est la courbe DOL, Direct Online, d'alimentation d'un moteur asynchrone sur le réseau. C'est la forme de couple, et donc on démarre toujours au point A avec un couple min, on passe par un couple démarrage, pardon, on passe par B un couple min, on passe par C un couple max, et on va venir se stabiliser sur le couple de charge. Donc un moteur à vitesse fixe asynchrone que vous enclenchez via un contacteur sur le réseau, il va toujours fabriquer une courbe de couple comme la rouge, quel que soit le couple résistant.
Donc le temps d'accélération, ça sera la résultante entre le couple qui fabrique et le couple résistant, par exemple de la pompe. Et donc sur des pompes, on n'a pas forcément envie que ça démarre vite. Du coup, ça va démarrer vite quand même parce que lui, quand on lui met pleine tension, boum, il fournit cette courbe-là. Et on n'a aucun contrôle dessus puisque c'est un contacteur qu'on ferme et le circuit inductif va prendre son courant. Le courant de démarrage, il est aussi potentiellement contraignant parce que ça peut être 6 fois le courant nominal pendant un certain temps, le temps du démarrage. Donc, c'est un moteur robuste, le moteur asynchrone, mais quand il démarre sur le réseau, il fait un couple, quelquefois il fait trop de couples par rapport à ce qu'on aurait besoin. On voudrait étaler ce couple-là, on ne peut pas le faire. Et il appelle un courant élevé, ce qui ne sert à rien, ça correspond aux magnétisations du moteur. Donc ça peut créer sur des gros moteurs, ça peut créer des creux de tension, etc. Et donc, vous avez l'exemple d'une plaque moteur. Donc, ils sont toujours plaqués, les moteurs asynchrones, selon C834, qui est la norme de référence. Et donc, vous aurez toujours le courant nominal, la tension, et vous retrouverez évidemment le cos phi. Vous retrouvez la puissance et la vitesse, là, qui est plaquée 930. Donc, en l'occurrence, c'est un moteur 6 pôles, 3 paires de pôles, qui tourne quand on l'alimente en vitesse. La vitesse de synchronisme, c'est 1000 tours, mais quand on est à pleine charge, il tourne à 930. Donc on a 70 tours de glissement. C'est la différence entre la vitesse de synchronisme et la vitesse de rotation du moteur. Donc quand il est à pleine charge, il tournera à 930. Quand il n'a pas de charge, il tournera à 1000 tours. Puisqu'en fait, quand vous voyez sur la courbe, le glissement est proportionnel à la charge. Donc on est sur la portion à peu près linéaire de la courbe rouge en partant de la droite. Quand on est en vitesse variable, on parle de convertisseur de fréquence. Pour faire varier la vitesse, on va faire varier la vitesse du champ tournant. Et donc, de ce fait, on part d'une tension et d'une fréquence fixe. Et le boulot d'un variateur, il va remplacer le contacteur quelque part, qui est juste un organe de fermeture. On va partir d'une tension et d'une fréquence fixe. Et en sortie, on va lui demander de faire une fréquence variable pour faire varier la fréquence du champ tournant. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la petite figure, si on fait varier la fréquence du champ tournant, le rotor, lui, suit le stateur. Donc, on va pouvoir contrôler la vitesse du moteur. Donc, un moteur asynchrone à vitesse variable, c'est un moteur qui est alimenté avec une fréquence variable. Et un variateur de vitesse, convertisseur de fréquence, son boulot, lui, c'est de faire de la fréquence variable. Mais pour garder les capacités de couple du moteur, on va aussi faire varier la tension. Donc, tu peux passer la diapo d'après. Donc, en fait, le variateur, à l'intérieur, vous allez retrouver un étage de redressement. On redresse la tension réseau et après, on la découpe pour pouvoir refaire une fréquence différente et une tension différente. Et en fait, sur la courbe là, on a une courbe en abscisse, vous avez la fréquence d'alimentation stator ou donc la vitesse, c'est la même base. Et donc, en tension en pointillé, on voit qu'on va alimenter le moteur en U sur F constant. C'est-à-dire que le point moteur, il est défini à, mettons, 400 volts 50 Hz. Donc, 1 en fréquence, c'est 50 Hz, et 100% en tension, c'est 400 volts. Et si on veut tourner à mi-vitesse, on va demander au variateur de fabriquer 25 Hz, 200 volts. Alors pourquoi 200 volts? Parce qu'en fait, pour pas dégrader la courbe moteur, là vous voyez par exemple en bas à droite, c'est le réseau de courbes équivalent du moteur quand on est en alimentation fréquence variable. Donc en fait, en dessous de la fréquence nominale, c'est comme si on décalait sa courbe initiale et on va venir travailler sur le point de charge. C'est comme si vous aviez une infinité de moteurs avec chacun sa fréquence. Donc, on va demander au variateur donc de faire une tension, un rapport tension-fréquence qui est à peu près constant. Et de cette manière-là, le flux est constant dans le stator et on ne dégrade pas sa courbe. Donc, le flux, c'est ce qui est dessiné en orange. Si on va au-delà de 1, là, dans la partie marquée défluxage, donc à droite, vu que le variateur, lui, ne sait pas élever la tension, si on va au-delà de 50 Hz, 400 volts, il faudrait que, mettons, quand on est à 75 Hz, une fois et demi la fréquence nominale, on fasse 600 volts. Mais le variateur, de la façon dont il est construit, ne peut pas élever la tension. Donc si on a 400 volts à l'entrée, on n'aura pas plus que 400 volts en sortie.
Donc dans ce cas-là, on maintient la tension max, mais on peut continuer à augmenter la fréquence. Et dans ce cas-là, vu que le flux chute, vous voyez en orange sur la partie droite de la courbe, le flux dans le stator va baisser, et ben on pourra plus garantir le même couple dans le moteur. Donc là, parce qu'on dégrade la courbe du moteur. Donc c'est important de tenir compte prendre en compte par rapport au moteur qu'on a. Est-ce qu'on travaille à 50 Hz en puissance maxi ou en dessous ou au-dessus en fonction de la forme de couple, parce que le moteur il n'aura pas la même capacité de couple ou la même capacité de puissance, quelle que soit la fréquence que l'on fabrique. Donc le variateur, il a la capacité à faire de la fréquence variable, donc à faire varier la vitesse du moteur, mais pour entraîner la machine, il faut aussi qu'à ces points de vitesse, il soit capable de délivrer le couple ou la puissance. Et ça, c'est l'enjeu du dimensionnement. La fonction, elle est là, mais il faut s'assurer qu'on a correctement dimensionné le moteur. La courbe rouge, c'est une autre courbe qui est la courbe de décrochage du moteur. Vous voyez aussi en bas à droite, il y a quelque chose qui est marqué en Tmax. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse un certain surcouple du moteur, sinon il décroche. Donc, on fait la courbe du couple à l'envers, c'est-à-dire qu'on monte en couple, on passe par le Tmax et on décroche jusqu'à 0. Et on cale le moteur. Là, ça correspondrait à perdre le contrôle du moteur. Donc, il y a aussi une notion de couple max à ne pas négliger. Bon, ça, c'est des choses qu'on regarde sur des machines à fort couple, comme sur des treuils, sur des extrudeuses, sur des levages, sur quelquefois des convoyeurs un peu moins. Mais en général, c'est quand on est au-delà de 180% de surcouple, il faut faire attention, notamment si on voit qu'à droite, là, la capacité de couple max, elle diminue quand on fonctionne au-dessus de 50 Hz. Donc c'est là où il faut faire attention de ne pas attendre le même surcouple très haute vitesse au-delà de 50 Hz qu'on pourrait en avoir besoin en dessous. Donc ça, c'est une autre contrainte qu'il faut regarder aussi dans le dimensionnement. Donc, juste pour résumer cette courbe-là, le variateur, lui, part d'une tension de fréquence fixe, il fait une tension de fréquence variable, de façon à garder le flux maxi qu'on est capable de faire dans le moteur. Et comme le couple sur le bout d'arbre, c'est le produit du courant par le flux, c'est important de garder le maximum de flux au niveau du moteur. Donc on a aussi des boosts, etc., qu'on peut être amené à déployer en fonction pour optimiser tout ça. Alors, deux exemples, si tu passes à la suivante, qui permettent aussi d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Quelquefois, si on travaille, je suis toujours dans le raisonnement, 1 égale 50 Hz, c'est la vitesse nominale moteur. Comment ça se traduit au niveau bout d'arbre par rapport au courant, par exemple. Donc un variateur, souvent, il est capable de sortir le courant de manière constante, quelle que soit la fréquence de sortie. Mais sur le moteur, ça ne se traduit pas de la même manière. Donc là, on retrouve notre tension, là, sur F constant jusqu'à 50 Hz, et tension constante au-delà. Le flux qui va être constant de 0 à 50 Hz, par exemple, de 0 à 1, et après, au-delà, il va décroître, et le couple, qui est le produit du couple par le courant, donc il va être confondu avec la courbe de flux, quelque part. Et donc, si on regarde la puissance bout d'arbre, si on est capable de fournir ce courant constant, eh ben on sera capable de fournir une puissance qui monte linéairement avec la vitesse de 0 à 50 Hz. Et au-delà de 50 Hz, on ne pourra pas monter plus haut en puissance, même si on maintient le courant nominal dans le moteur. Et ça vient de la construction du moteur. Donc c'est important de le comprendre, parce que une erreur classique, vous avez une pompe, elle tourne à 50 Hz, elle est plaquée 30 kW, donc le client dit je vais mettre un variateur pour monter à 53 Hz, sauf qu'à 53 Hz, on aura besoin beaucoup plus de puissance dans le rapport cubique des vitesses par rapport à la pompe, et le variateur, lui, il pourra monter en fréquence, mais il ne pourra pas suivre au niveau de la puissance, il ne sera pas capable de faire plus de puissance sur le bout d'arbre, ça nécessiterait beaucoup plus de courant. Donc il faut faire attention. Donc, et c'est pareil, si on prend la courbe de droite, si on voulait faire du couple constant au-delà de 50 Hz, ça fait que le courant va monter, parce que pour faire couple constant au-delà de 50 Hz, il faut compenser la baisse de flux, donc il faut passer plus de courant. Donc et donc de fait, on est limité aussi par le courant nominal moteur, qui va mettre une limite. Donc il faut faire attention quand on dimensionne en vitesse variable. Il y a des dimensionnements simples, on
se pose pas trop de questions, et d'autres où il faut quand même bien regarder comment le dimensionnement a été fait. Plus la machine est évidemment est grosse et plus on rentre dans ce genre de détails, les enjeux sont plus importants. Tu peux avancer, là il y avait le point de courant max qui était montré par rapport à, évidemment, le courant nominal n'a pas dépassé. Maintenant, si on regarde la partie charge, on a une machine à entraîner, évidemment, c'est pour ça qu'on met un moteur et un variateur. Il y a plein de différents types de machines, il y a plein de différentes formes de couple et de puissance. Alors, ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est quelquefois il y a une confusion qui est faite où on dit le variateur, c'est lui qui est capable de faire la puissance ou il est capable de faire le couple. En fait, non, c'est la machine qui le fait. Lui, il sait faire une fréquence qui va aboutir à une vitesse sur le bout d'arbre, mais le couple qui permet d'aller à cette vitesse-là, c'est la machine qui l'impose. Ou la puissance qui permet de faire cette vitesse-là, c'est la machine qui l'impose. Donc vous pouvez pas, le variateur, lui, il ne peut que forcer la vitesse. Ou alors, si on force le couple, eh ben, la vitesse, ça sera la charge qui la fera. Mais là, le variateur ne peut pas forcer la vitesse et le couple, ou la vitesse et la puissance. Donc on a différents types de formes de couple. On a des couples constants, puissance constante, couple et puissance puis puissance constante, couple quadratique et fort couple démarrage. Il y a des applications qui sont dimensionnées que sur le couple de démarrage quasiment, parce qu'il est tellement gros que le couple permanent est négligeable après. Donc le cas de broyeur par exemple, broyeur, mâchoire, des choses comme ça. Quelquefois on a des grosses inerties à démarrer. Et donc les deux principales qu'on voit dans l'essentiel, le gros des applications, ça reste encore le couple quadratique en volume. Et après, en classique, c'est les couples constants. Là, tu peux passer. Et donc, si on liste les applications par forme de couple, ici, il y a un tableau sur 2 pages, on a un tableau récapitulatif. Vous avez le premier qui est couple quadratique. On va retrouver les pompes centrifuges, les ventilateurs centrifuges, les compresseurs centrifuges. Alors, on précise bien, il faut faire attention derrière les appellations, parce que il y a des pompes à couple constant, il y a un ventilateur, c'est toujours un couple centrifuge. Quelquefois, on peut avoir des choses un peu bizarres, mais c'est principalement un couple quadratique. Et les compresseurs, vous en avez centrifuge, vous en avez également en couple constant. Donc, derrière l'appellation, il faut un peu se méfier. Et ici, ils sont mentionnés les points particuliers. Est-ce qu'il faut du couple au démarrage? En général, non. Est-ce qu'il faut de la surcharge en marche? En général, non. Par contre, il peut y avoir des points particuliers. Un ventilateur, quelquefois, on vous donne un point de fonctionnement à chaud, un ventilateur de four, mais on n'a pas considéré que ce ventilateur-là, 2 fois par an, il devait démarrer à air froid. Donc la densité de l'air n'étant pas la même, c'est pas le même point de fonctionnement. Donc, ça peut être des petits pièges. Bon, d'une manière générale, dans la majorité des cas, ces applications-là sont quand même les plus simples à dimensionner. Couple linéaire, c'est entre deux, on va dire. Donc là, on trouve des agitateurs, séparateurs avec des produits avec des viscosités qui peuvent changer, des choses comme ça. Puissance constante, on est plus là sur des enrouleuses, des rouleaux. Ensuite, si tu peux passer, et après il y a une grosse batterie d'applications qui sont dans la catégorie des couples constants, sur la diapo suivante. Et là, vous avez beaucoup d'applications et encore une fois, derrière les appellations génériques, on a des grosses variétés de constructions qui font que certaines peuvent avoir des forts couples au démarrage, d'autres moins, et pareil en surcharge. Hein. Mais on va retrouver des pompes volumétriques, ce sont des pompes aussi, mais avec des courbes de couple constants, tout ce qui est convoyeur, extrudeuse, des malaxeurs avec des forts couples au démarrage quelquefois. Donc là, il y a toute une liste d'applications industrielles que vous connaissez ou pas, hein, mais la diversité des machines en vitesse variable, évidemment, elle est potentiellement partout où il y a un moteur électrique. Il n'y a pas une machine sur laquelle on ne sait pas mettre de variateur d'une certaine manière. Bon, il faut bien prendre en compte les particularités de la machine entraînée, par contre. Et donc, à droite, vous avez des problématiques particulières, c'est-à-dire que c'est les pièges. Hein. Donc, sur un entraînement d'une machine avec des pistons, par exemple, une machine avec 2 pistons va pas avoir le même comportement qu'une machine plus équilibrée avec 4 pistons. Donc,
Donc on peut avoir, donc la vitesse min elle va être peut-être plus haute sur la machine, certainement plus haute sur la machine de piston que 4 pistons. Sinon on aura peut-être un peu plus de contraintes pour la piloter parce qu'on a un couple alternatif qui va être plus visible. Donc chaque machine a ses particularités. Et nous, notre boulot chez Danfoss, évidemment, on n'a pas la prétention d'être spécialiste des machines, mais par contre, c'est nos clients qui nous expliquent comment marche leur machine souvent. Donc notre travail, ça consiste à poser les bonnes questions pour avoir les bonnes informations et faire correctement le dimensionnement. Et on apprend tous les jours. Je veux dire, même avec une longue expérience, il y a toujours des nouvelles machines, etc. Enfin, c'est ce qui fait l'intérêt de la discipline. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, une fois qu'on sait à peu près le type de machine, couple constant, couple quadratique, on va poser les bonnes questions si c'est couple constant, la vitesse min, la vitesse max, etc. On va après s'intéresser à la sélection du moteur, on part toujours dans la même logique, on part du bas, on monte vers le haut. Et donc la sélection moteur, selon la forme de couple, on va avoir besoin de plus ou moins d'informations. Donc si c'est du couple quadratique, ce qui est représenté sur la courbe en haut à droite, en rouge vif, c'est ce qu'on a dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire on part du principe qu'on a à peu près la capacité de couple nominal du moteur de vitesse min à vitesse max. On verra que c'est pas tout à fait vrai, mais pour ça, on est dans la simplification là, hein, pour pas faire les choses trop compliquées. Et au-delà, après, ça décroît. Donc, si le couple résistant qui est en rouge pointillé de la pompe, par exemple, eh ben, il est bien casé sous ce que peut faire le moteur, hein, donc son point nominal à 50 Hz, par exemple. On va pas trop se poser de questions, c'est-à-dire qu'on a besoin de connaître le point max à vitesse max, et en dessous, on voit que on a du gras pour accélérer, pour faire ce qu'on veut. Donc on a un couple résistant qui est pas exigeant par rapport à ce que pourra faire le moteur en vitesse variable d'une manière générale, tant que on va pas aller chercher au-delà de 50 Hz, par exemple, où on ne seront pas dans les kilowatts en dessous. On verra après. Donc il n'y a pas énormément de choses à demander. Par contre, si on est en couple constant ou couple puissance constante, il faut faire attention parce que souvent on a du surcouple. Donc on a du surcouple, les deux points supérieurs, c'est soit un surcouple au démarrage, soit c'est un surcouple en marche. Donc il faudra faire gaffe de bien dimensionner et le moteur et le variateur pour être en dessous des courbes d'utilisation avec le bon courant. Et ensuite, les trois points qui sont en partie basse, il faut aussi qu'on cale le couple résistant du moteur au mieux dans le moteur qu'on aura sélectionné. Donc un dimensionnement optimisé, il faut que le couple résistant, le rouge foncé, il soit au plus près du rouge vif si on veut utiliser le maximum du moteur, on va dire. Donc il y a un certain nombre de questions additionnelles à poser, qui sont principalement vitesse min, vitesse max pour le couple constant, et les surcharges démarrage et surcharges en marche. Quand on n'a pas ces infos-là, ce qui est quand même beaucoup d'infos, dans beaucoup de cas, on est consulté, mais la personne qui consulte n'a pas toutes ces infos. On peut faire une approche par défaut, mais qui sera plus imprécise. Donc, il faudra s'affranchir que si ça se réalise, hein, quelquefois on a besoin de faire un budget. Donc, on est un peu une approche, on va faire une diagonale, hein, mais il faut à un moment donné pouvoir vérifier malgré tout que ça fonctionne, si ça passe en réalisation, évidemment. Tu peux passer à la suivante. Alors, si on regarde sur le moteur lui-même, là je vous ai dit l'impact de sélection moteur par rapport à la forme de couple. En fait, le moteur, je vous ai un peu menti quand je vous disais que le couple jusqu'à 50 Hz, il était constant. C'est-à-dire que électriquement, on sait faire un couple constant, mais le moteur, lui, thermiquement, si on prend un moteur qui est auto-ventilé, donc c'est la courbe violette en très gras, on voit que quand on descend en vitesse à 25 Hz, on n'a pas tout à fait on n'a pas tout à fait 100% du couple, parce qu'en fait, il est auto-ventilé. Les moteurs asynchrones sur étagère sont auto-ventilés. Donc, on perd le brassage interne et le brassage externe quand on descend en vitesse. Et donc, de ce fait-là, si on veut pas qu'il surchauffe par rapport à ceux pour lesquels il a été designé à l'origine à 50 Hz, on déclasse. C'est pour ça qu'on parle de déclassement moteur. Soit, alors je rentre pas plus trop dans le détail, mais le moteur, les moteurs modernes, entre guillemets, ils sont tous avec isolation F aujourd'hui, voire quelquefois H, mais la grande majorité c'est F, et ils sont plaqués un échauffement B, c'est-à-dire qu'ils chauffent un peu moins que ceux pour quoi ils sont isolés. Donc il y a une petite marge thermique entre le plaquage kilowatt et l'isolation des bobinages. Quand on l'alimente avec un variateur, il va chauffer un petit peu plus parce que c'est pas le variateur, il fait pas du sinus pur.
et donc on va venir entamer un petit peu cette marge. Donc le déclassement dépendra aussi de ce qu'on veut. Soit on accepte qu'il chauffe un peu plus, ou soit on ne veut pas qu'il chauffe plus que ce pourquoi il a été conçu à la base. Et à ce moment-là, il faut déclasser d'environ 10% à 50 Hz et un peu plus quand on est en dessous. Je parle de déclassement sur le couple. Et donc, il faudra faire en sorte que la courbe verte, qui est le couple résistant, se situe bien en dessous de la courbe moteur après déclassement. Les fabricants de moteurs communiquent, hein, alors pas de manière toujours super publique, on va dire ça comme ça, mais si vous prenez les manuels des grands fabricants, en général, vous trouvez ces courbes-là dans les documents fabricants de moteurs. Et donc, on arrive à avoir les informations, ils sont à peu près, elles sont assez similaires d'un constructeur à un autre. Le pointillé orange, c'est quand on met une motoventilation. Donc, si on met une motoventilation, on va compenser, on va faire un brassage fixe sur la carcasse extérieure. On va quand même perdre à l'intérieur. On n'aura pas le brassage interne de centrifugation des pertes à l'intérieur du moteur. Donc, on va déclasser un chouille quand même quand on est proche de 0 de vitesse. Bon, le problème, c'est que c'est pas un moteur standard. On perd le bénéfice du moteur standard. Donc, il y a beaucoup de clients qui voudraient pouvoir utiliser le moteur standard sans avoir une motoventilation qui nécessite un départ moteur additionnel. Voilà. Donc, on peut passer à la suivante. Donc le moteur, on verra un exemple après. Hein. Le moteur, ce côté variateur, vous avez d'autres contraintes. Donc pour dimensionner le variateur, une fois on connaît la charge, on a défini le moteur, on va calculer le courant. Et on peut aussi avoir du déclassement sur le variateur. C'est-à-dire que genre, les variateurs, ils sont prévus pour pouvoir fonctionner jusqu'à 40 voire 50 degrés. Et quelquefois, on peut avoir des déclassements du fait de l'altitude, du fait de la température, du fait du degré de protection, parce qu'on veut une enveloppe complètement fermée, et ça peut impacter sur le refroidissement. Donc, on a pas mal de critères qui peuvent être intégrés également dans le dimensionnement du variateur. Et bon, les brochures sont relativement bien faites de ce point de vue-là, donc vous avez les tableaux de courant qui sont assez faciles à lire. Donc si on passe à un exemple, on va démarrer avec un exemple en couple quadratique. Donc ça c'est exemple 1, approche simplifiée. On a une pompe avec une puissance max de pompe qui est 50 Hz. Alors quand je dis 50 Hz, le mécanicien ne va pas vous parler en Hz, lui il va vous parler en vitesse. Donc il va vous dire par exemple ma pompe elle fait 27 kW à 1500 tours. 1500 tours, ça correspond à 50 Hz si le moteur est un 4 pôles. Ça correspond à 25 Hz si c'est un 2 pôles. Donc il faut quand même regarder, mais bon, je pense que le pompiste ou le client, l'utilisateur, il aura sélectionné un moteur 1500 tours nominal 50 Hz. Donc là, on est dans un cas où on ne va pas trop se poser de questions. Donc 27 kW absorbés, on va sélectionner un moteur 30 kW 4 pôles, auto-ventilé, parce que c'est du couple quadratique, il n'y a pas beaucoup de couples à basse vitesse. On va éventuellement intégrer là on peut même, l'exemple est choisi, hein, on a même 10% de marge entre 27 kW et 30 kW, donc on va considérer que le moteur ne va pas chauffer plus parce qu'il est alimenté en vitesse variable, parce qu'il y a déjà un déclassement de 10% de fait entre la puissance nominale catalogue moteur 30 kW et le requis par le fabricant de pompe. Et après, on va aller sélectionner un variateur adapté, en l'occurrence chez Danfoss, le FC202, qui est un variateur qui est connu, reconnu dans le milieu de l'eau, parce qu'il intègre de nombreuses fonctionnalités pour les pompes de protection, de nettoyage, d'adaptation de rampe, on peut aussi faire des cascades. Donc c'est un variateur qui intègre beaucoup de fonctions intelligentes autour du pompage. Donc il est prévu pour ça, et en plus il se décline avec des degrés de protection de l'IP20 jusqu'à l'IP66 si c'est des montages dans des environnements très sévères. Donc on sélectionne le variateur qui est le mieux adapté pour ce type d'application, c'est 202, on a des catalogues, des brochures qui sont complètes, et on vient chercher un P30K qui va être un variateur qui est capable de faire 61 ampères en nominal pour un moteur de 30 kW à 400 volts, une taille B2 en IP55 par exemple. C'est une installation dans le local pompe. On va recommander l'IP55 plutôt qu'un IP20, un IP21 qui pourrait être insuffisamment protégé par rapport aux variations des conditions ambiantes. Donc voilà, ça c'est la grande majorité des dimensionnements.
Et j'aurais tendance à dire que tant qu'on s'en tient à ce type de dimensionnement, tout ce que je vous ai expliqué avant, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il n'y a pas que ce type de dimensionnement. Donc, on peut prendre, toujours dans l'exemple 2 maintenant, un exemple avec un moteur asynchrone sur une pompe également. Si tu peux, oui, avancer, merci. Où là, on a la même puissance, mais on est à 2000 tours. Bon, si on ne se pose pas de questions, c'est assez proche de ce qu'on a vu avant. Il n'y a que la vitesse qui change, donc on met un variateur et on fait les 2000 tours. Alors, pas tout à fait, justement. C'est là où on peut avoir, vous voyez, même sur des applications classiques, hein, qui sont les plus simples, hein, d'une manière générale pour nous, on peut avoir des pièges. Il n'y a pas de démarrage coupe, démarrage requis. Et le client, il a en plus un moteur 2 pôles sur étagère, donc il dit, moi, 37 kW, il a 10 kW de plus que le moteur de 27. J'aimerais bien l'utiliser. Donc regardez si on ne pourrait pas mettre ce moteur-là, qui peut plus, peut moins, peut plus. 37 pour 27, 3000 pour 2000, ça devrait marcher. Ou alors on regarde avec un moteur 4 pôles qui serait plaqué lui 1500 tours et on regarde ce que ça donne. Donc là, vous avez sur cette page le cas d'un moteur 2 pôles. Donc, j'ai pas le pointeur de mon côté, mais Antoine va le faire. En haut à gauche, ce qu'on a représenté, c'est les 27 kW. C'est la courbe de couple en fonction de la vitesse. Donc, vous avez en courbe bleue, c'est la courbe de la pompe. Donc, couple quadratique de 0 à 2000 tours. Et on a l'équivalent de 27 kW quand on est à 2000 tours. Ça fait 127, 129 mètres newtons. Là, on est en couple en fonction de la vitesse. Hein. Et en gris, juste au-dessus, on voit, ça c'est fait avec un outil qui sera probablement à disposition en fin d'année en ligne, qui s'appelle MyDrive Select, qui permet d'avoir une approche de dimensionnement en ligne avec des moteurs, un moteur et un variateur proposé. Et là, le gris, c'est le moteur qui serait proposé en 2 pôles. Et en fait, le logiciel, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en sorte que la courbe bleue, elle soit en dessous de la courbe de charge du moteur. Et vous voyez qu'on aboutit à un moteur de 55 kW. Donc c'est très trompeur parce que le client pensait qu'avec son 37 kW, il pouvait passer les 27 kW à 2000 tours, à 2 tiers de vitesse. Ben non, parce qu'à 2 tiers de vitesse, il a déjà plus que 2 tiers de la puissance équivalente du moteur de base, donc 2 tiers fois 37, plus de déclassement, donc on n'a pas assez. Il faut un moteur de 55 kW si on veut rester sur un moteur de pôle. Donc il aurait pu essayer son moteur, mais on n'aurait pas réussi à le faire le point de la pompe sans monter en courant. Et le logiciel calcule en même temps le courant, et donc il dit il faut un variateur de, si on le dimensionne en courant, dimensionné à 37 kW. Donc là, on se retrouve avec un variateur qui est sous-dimensionné par rapport au moteur, mais cette application-là peut fonctionner comme ça. C'est-à-dire que le variateur est dimensionné sur le courant correspondant aux besoins, c'est-à-dire le courant calculé pour 27 kW. Et le moteur, lui, il est calculé pour ne pas surchauffer parce qu'on le fait travailler à plus basse vitesse. Donc, si maintenant on regarde avec un moteur 4 pôles, la diapo suivante, eh ben, c'est complètement différent parce que là, on a toujours besoin de nos 129 mètres newtons à 2000 tours. Mais un moteur 4 pôles de 30 kW, lui, il a un couple nominal bien plus élevé. Donc sa courbe grise, là, elle est bien plus haute que le moteur 2 pôles précédemment du client. Donc on est beaucoup plus favorable à utiliser un moteur 4 pôles dans ce cas présent et de l'amener en survitesse. Donc là, on va tourner au-delà de 50 Hz. On va tourner dans un rapport de 2000 divisé par 1500 fois 50 Hz. Et on n'aura plus que besoin que de 50 ampères calculés. Donc le ratio, plus vous montez la polarité des moteurs, plus le ratio ampère, plus le ratio ampère couple mètre newton est intéressant. Et donc vous allez avoir un variateur qui aura aussi une taille de moins. Donc le moteur sera plus petit, toujours auto-ventilé, et le variateur aura une taille de moins. Donc globalement, le client il a tout intérêt à utiliser un moteur 4 pôles quand on est à 2000 tours, dans ce cas précis. Je pourrais vous trouver d'autres cas, c'est pas toujours la même chose. Voilà, donc ça c'était l'exemple pour les moteurs, pour les applications en couple quadratique. Si on prend le suivant, qui a un moteur, une application en couple constant, je ne vais pas lire tout le texte, hein, vous l'aurez dans la présentation, mais là on est par exemple sur un convoyeur qui fait partie quand même des applications les plus courantes. Si tu passes à la page suivante, s'il te plaît. Donc on a pris un exemple,
un convoyeur avec qui va absorber 50 kW à 104 tours minute. On a un réducteur, donc il y aura un peu de perte, donc ça va nous ramener à 51 kW à 1248 avec un rapport de réduction de 12. Et on va devoir faire une sélection de moteurs. Donc là, on va prendre un variateur qui ressemble au précédent, mais qui a qui est plus adapté pour les applications à couple constant, tout ce qui est application en industrie, avec des capacités de surcharge, une capacité à travailler à 50 degrés et aussi de l'IP566, qui est intéressant sur un convoyeur si on doit faire un montage au pied du tapis, par exemple. C'est assez courant aujourd'hui, beaucoup d'applications de ce type-là où on remplace, on monte le variateur à côté du moteur pour éviter d'avoir un câble moteur trop long, etc. Donc le LIP66 est bienvenu évidemment. Et en plus, c'est un variateur qui est capable d'avoir un contrôle de flux, donc de bien maîtriser le couple à basse vitesse pour avoir des démarrages bien maîtrisés, etc. Donc si on passe à la suivante, si on représente la de cette application-là, si on part sur un moteur 4 pôles classique, auto-ventilé, donc ici 411 c'est auto-ventilé, on admet qu'il chauffe un peu plus, on est parti avec un échauffement classe F ici. On a positionné la courbe d'utilisation, donc tout à l'heure on ne l'a pas vu, mais on a donc 400 mN de couple résistant en dessous de 200 tours jusqu'à 1250 tours à peu près. Et donc on a déterminé un moteur de 90 kW 4 pôles pour arriver à ce que la courbe du moteur soit au-dessus de la courbe du couple résistant en régime permanent. Et en plus, on a introduit également les surcharges qui n'apparaissent pas ici, mais on veut aussi que le variateur il soit capable de passer les surcharges. Donc là, on aboutit à un variateur qui est un P75, donc un variateur de 75 kilowatts pour passer le couple. Donc en fait, le moteur, il est encore une fois surdimensionné à cause du point de vitesse bas, parce que c'est ce point qui est dimensionnant, c'est le point de vitesse basse. Et donc, on se retrouve à consommer, à avoir besoin d'un courant relativement important quand on est dans cette sélection moteur 4 pôles. Si on passe à la diapo suivante, on a fait le même exercice avec un moteur 6 pôles. Et sur le moteur 6 pôles, on voit que la courbe bleue, elle est un peu mieux. Pareil, on prend un moteur avec une plus forte polarité. Elle est très bien logée dans la courbe d'utilisation du moteur. Et on a besoin de bien moins de courant également pour le piloter. Et là, pour le coup, on passe avec un variateur qui fait de 55 kW sur un moteur de 55 kW. Et donc, on est sur la recommandation ici, dans le cadre de ce convoyeur, ce serait de mettre un moteur 6 pôles auto-ventilé de façon à optimiser le dimensionnement du moteur et du variateur. Si on voulait rester en 4 pôles absolument, si tu reviens sur la diapo d'avant, il faudrait m'auto-ventiler le moteur de façon à qu'on ne soit pas pénalisé au point de vitesse bas, où là on descend beaucoup plus bas en Hertz et donc on a beaucoup plus de déclassement appliqué au niveau du moteur. Donc il y a des optimes à faire, donc soit c'est pour éviter la motoventilation quand on peut. Quelquefois le moteur stock 4 pôles autoventilé, le client il voudra avoir toujours les mêmes moteurs, le moins de moteurs sur étagère, donc il voudra optimiser, mais ça peut coûter d'aller dans cet exercice-là. Donc ça vaut le coup de faire les simulations. Et donc on est évidemment là pour pouvoir faire ce genre de calcul. Ok, et donc si tu passes voilà ici, donc même principe sur un AFC 302, on a une brochure de sélection très complète. Et les deux calibres sont décrits ici avec les capacités de surcharge adaptées. Donc un P55, il est capable de 106 ampères de manière continue et 159 ampères de manière intermittente, qui est un classique sur des convoyeurs. On va toujours garder une capacité de surcharge typique de 150% pour passer les surcharges de démarrage et en marche. S'il y a un gros caillou, une surcharge, on a trop chargé le tapis, il y a toujours des fonctionnements en surcharge potentielle. Donc on a des catalogues après qui permettent de sélectionner correctement le produit. Mais on voit bien que si on se contente de dire je mets un variateur par rapport à la puissance kilowatt qu'on m'a donné, on ne fait pas toujours le raisonnement du dimensionnement optimisé. Donc c'est une culture à développer. Donc l'outil que je vous ai présenté là, c'est un outil, comme je vous disais, qui sera disponible, alors bon, dire fin d'année ou début de l'année prochaine, parce qu'il est également en revue interne avant qu'on le mette à dispo. Mais c'est un outil qui vous permettra aussi de faire des vérifications en ligne de manière facilitée
sans être pour autant un expert de toute la gamme des variateurs et des moteurs. Donc pour résumer ici la présentation, si on a une application à couple quadratique qui correspond à la majorité des applications, quand votre puissance est définie proche de 50 Hz moteur, vous prenez le catalogue et vous mettez la puissance immédiatement supérieure avec le bon produit. Si la puissance est différente, elle est exprimée à des vitesses qui correspondent pas à 50 Hz d'alimentation moteur, alors attention, faites vérifier le dimensionnement par un de vos supports chez Danfoss et on saura le faire parce qu'il peut y avoir des pièges. Il suffit pas de faire varier la fréquence, encore une fois, c'est la charge qui impose la puissance ou le couple. Si on est sur des applications à couple constant moteur asynchrone, il est important de faire le bon choix moteur pour optimiser le variateur. Sinon, bon, on peut aussi ne pas optimiser le dimensionnement. Après, on peut dire, je comprends pas, votre offre elle est chère, mais quelquefois on est passé à côté du dimensionnement du moteur et du variateur. Donc ça peut aussi expliquer des écarts quelquefois. Et quelquefois on peut jouer aussi sur le rapport de réduction du réducteur, etc. Donc c'est des discussions qu'on a peut-être plus avec des constructeurs, mais quelquefois qui peuvent être aussi menées sur des machines de moyenne taille ou grosse taille sur des utilisateurs finaux. Ensuite, il y a donc les surcharges aussi sont à prendre en compte de manière attentive. Et pareil, si on a besoin de freinage, etc., etc. La technologie moteur aussi peut imposer. Les dimensionnements que je vous ai présentés sont quand même plus orientés optimisation moteur asynchrone. Quand on est sur des moteurs hybrides synchrone pur, SPM, IPM, reluctance hybride, aimant permanent et reluctance, il y a plein de nouvelles technologies sur le marché. On est sur des moteurs qui ont été conçus pour être en vitesse variable et d'une manière générale, on prend des variateurs dont le courant nominal est supérieur ou égal à minima au courant nominal moteur. On n'est pas dans la même démarche, c'est-à-dire que moteur asynchrone, ce que je vous ai expliqué quelque part, c'est ce moteur, le moteur asynchrone a été conçu pour fonctionner à vitesse fixe et on l'alimente en vitesse variable. Donc il y a des précautions à prendre par rapport à son échauffement, etc., etc. Moteur synchrone, c'est un peu différent. À la base, il est conçu pour ne fonctionner que sur variateur. Donc en général, quand il est plaqué avec un certain couple, il est capable de le faire de 0 à la vitesse nominale. Et donc on a une approche qui est un peu différente, mais on peut aussi avoir des points particuliers où sur ces moteurs-là, on est imposé de la fréquence de découpage minimum, de certains types de modulation, etc., etc. Donc il y a des points particuliers éventuellement à voir. Donc c'est un peu à part les moteurs synchrones, hein, là, mais ça reste quand même assez minoritaire sur le marché. La grande majorité des moteurs reste encore le moteur asynchrone aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je suis disponible pour répondre à vos questions, Antoine peut-être pourra me lire. Oui, pas de souci. Alors on en a déjà une ou deux. Alors, bonjour, j'ai une petite question. J'ai un variateur d'une puissance de 15 kW. Je veux brancher derrière 5 moteurs de 2,2 kW chacun, donc pour un total de 11 kW. Théoriquement, tout devrait fonctionner sans problème. La question est pour la résistance de freinage, le calcul effectué sur la puissance. Est-ce qu'on doit calculer sur la puissance d'installation des moteurs ou sur la puissance du variateur? Alors, merci pour la question, elle est intéressante. Il y a plusieurs sujets intéressants dans la question. Il y a déjà le dimensionnement en multimoteur. Donc là, je ne sais pas quelle est la machine entraînée, mais on va considérer que c'est des ventilateurs, par exemple. Vous avez plusieurs petits moteurs connectés en parallèle sur un même variateur. Un petit moteur a un cos-phi plus faible par définition, par construction, qu'un gros moteur. Donc il y a un petit piège à éviter déjà, c'est de ne pas dimensionner en kilowatts, mais dimensionner sur la somme des courants plaqués moteurs. Donc en gros, si vous voulez, si la somme de vos petits moteurs fait 11 kW, le courant absorbé sera plus élevé à puissance nominale que si vous aviez pris un seul moteur de 11 kW. Donc petit piège déjà, c'est de dimensionner bien sur la somme des courants moteurs. Ensuite, le freinage. Le freinage, en fait, on n'a pas parlé ici, hein, mais le freinage, il est assuré sur des applications comme ça, par un hacheur de freinage qui est soit standard, soit optionnel dans le variateur. Donc en fait, quand on redresse cette tension-là, on a une tension d'essai et on met un hacheur, c'est un interrupteur qui va venir commuter cette tension dressée
sur des résistances qui sont en règle générale externes. Donc en fait, le hacheur, il est défini de manière standard par rapport au variateur et par rapport à la puissance nominale du variateur. Et la résistance à l'extérieur, celle-là, on peut éventuellement l'affiner. On a des résistances standards. En grande majorité des cas, on reste sur des résistances standards parce qu'elles sont stockées de manière courante, etc. Mais sur les grosses applis, quelquefois, on fait des dimensionnements à façon. Et donc, il faut calculer l'énergie de freinage. Si vous voulez optimiser, il faudrait calculer l'énergie de freinage nécessaire à évacuer dans cette résistance-là. Donc là, ça se calcule en tenant compte de l'inertie de la machine et du temps de décélération qu'on veut et de la courbe de couple résistant. Donc il y a une façon assez qui n'est pas si compliquée que ça pour le calculer. Si on n'a pas ces éléments-là, eh ben on va proposer un hacheur qui est basé sur la puissance du variateur et des résistances standards basées sur la fréquence, la puissance du variateur aussi. Après, il y a aussi le fait sur les résistances, est-ce qu'on doit freiner de manière permanente ou pas? En général, le freinage, il n'est pas permanent, il est cyclique. Ok, merci bien. Une autre question. J'ai utilisé un variateur autre que Danfoss, c'est pas bien. Ils n'ont pas conseillé de l'utiliser à des fréquences inférieures à 5 Hz. Qu'en est-il pour les variateurs Danfoss? Alors c'est oui et non. Certains variateurs du marché, alors ça c'est lié en règle générale aux performances de pilotage moteur. Donc, sur un moteur asynchrone, là c'est pareil, c'est un sujet qu'on pourrait développer. Tous les variateurs, d'une manière générale, ils démarrent de 0 Hz pour aller à la vitesse mi du moteur. Donc par exemple, je prends un exemple de convoyeur. Le convoyeur, vous allez avoir les frottements secs du tapis à vaincre pour le décoller, en fait, pour le démarrer. Donc souvent, il va falloir passer les 140, 150% de surcouple pour faire le premier tour de roue, on va dire, hein, pour décoller le tapis. Et après, vous montez à la pleine vitesse. Donc le variateur, il est capable de, entre guillemets, booster en courant le moteur et de monter la fréquence jusqu'à obtenir le meilleur du moteur. Donc tous les variateurs de fréquence le font plus ou moins bien. Alors après, chez nous, on a des AMA qui permettent de calculer l'incidence de la chute de tension dans le câble moteur, la résistance interne du moteur, qui fait que tout ça, ça va être calculé de manière automatique. Donc vous n'allez pas vous embêter à faire des réglages compliqués, mais d'une manière générale, booster un démarrage de moteur, la plupart des variateurs savent le faire. S'il faut contrôler le convoyeur à pleine charge en dessous de 5 Hz, ça c'est une autre histoire. C'est-à-dire contrôler la vitesse et le couple sans perdre le contrôle du moteur, c'est plus compliqué. Et donc c'est dans ce sens-là certainement qu'on vous dit sur tel type de variateur, vous ne saurez pas contrôler la vitesse si on redescend en dessous de 5 Hz. On saura démarrer, mais on ne saura pas rester en dessous de 5 Hz. Et quelquefois, il faut avoir du contrôle vectoriel de flux de façon à pouvoir le faire. Donc il faut avoir une modélisation du moteur boucle ouverte qui nécessite une électronique de puissance qui soit un peu plus premium, on va dire. Hein. Donc ce qui est le cas, par exemple, également de nos FC302. Hein. C'est pour ça qu'on a différents produits par catégorie de marché ou d'application qui sont optimisés. Un FC302, il a plusieurs modes de contrôle moteur, dont le contrôle de flux qui permettent de bien contrôler la vitesse jusqu'à 0 de vitesse. Contrôler le couple, pardon, jusqu'à 0 de vitesse. En boucle ouverte, sans codeur sur le moteur. Merci beaucoup. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, si vous voulez, on est une trentaine, on peut même ouvrir les micros si vous le souhaitez. Quoi qu'il arrive, et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions qui mûrissent après la présentation, n'hésitez pas à nous les transmettre. On y répondra avec grand plaisir. Alors, j'ai plusieurs messages qui disent que ta présentation était très claire et très complète. Merci beaucoup. Merci à vous. Une autre question, un compresseur d'air Kaiser, 2 moteurs redondants, 3,5 kW chacun, fonctionne à 50 Hz. Il doit aller fonctionner dans un autre pays à 60 Hz. Est-ce une application
en vitesse fixe peut-on alimenter avec un variateur? Ouais, alors je sais pas si c'est du couple quadratique. Je suppose que c'est du couple quadratique. C'est compresseur d'air, centrifuge. Bon, partons sur le fait que ce soit du couple quadratique. Donc le couple sur le bout d'air moteur va être fixé par la machine, la charge. Donc si vous devez une machine qui était déterminée à 50 Hz, vous devez l'amener à 60 Hz, c'est 20% de vitesse de plus. Et donc c'est 20% au cube de puissance en plus. Donc on imagine bien que si vous êtes à vitesse fixe, réseau 50 Hz, si vous branchez la même machine sur le réseau à 60 Hz, les moteurs ils vont triper, les protections des moteurs vont déclencher quasiment dans les secondes. Le variateur, lui, si vous mettez un variateur devant, on va avoir la différence, c'est que lui, il peut être alimenté à 50 Hz ou 60 Hz, il est prévu pour, donc il va redresser cette tension réseau et il va la redécouper. Donc lui, il va pouvoir faire sa fonction convertisseur de fréquence, mais pas dans le sens où j'augmente la fréquence, mais je la réduis. C'est-à-dire qu'il sera alimenté en 60 Hz, mais il va refaire le point à 50 Hz de la machine. Donc, parce qu'il convertit la fréquence. Alors que quand vous êtes en vitesse fixe, la fréquence du réseau, vous la retrouvez sur le moteur. Donc oui, le convertisseur est une solution pour prendre une machine qui a été designée à 50 et la brancher sur un réseau de 60 Hz. C'est le variateur qui ramènera le moteur à 50 Hz. Alors, merci. Bonjour, dans une application, nous avons utilisé un variateur avec un moteur auto-freiné. Donc, je suppose avec un frein mécanique. Nous avons remarqué qu'il y a une fréquence minimale dans laquelle le moteur se met à vibrer. Quelles sont vos interprétations? Est-ce que nous devons tenir compte de la puissance du frein électromagnétique? C'est pas un frein mécanique. Ouais, je sais pas, il manque peut-être un peu d'informations parce que je sais pas si, quand vous dites auto-freiné, si c'est un frein dynamique ou c'est un frein de parking, à quel moment vous enclenchez le frein mécanique? Est-ce que au moment où vous enclenchez le frein mécanique, le variateur est à l'arrêt ou simultanément? J'ai un peu de mal à voir l'application là, mais si vous pouvez mettre votre micro, peut-être que ça serait plus facile si vous avez la possibilité de l'expliquer. Oui, on a autorisé l'ouverture, donc si vous avez juste à cliquer sur le micro vert normalement. Le rouge, il passe en vert. Parce que l'aspect vibratoire, il peut venir du contrôle évidemment, mais il peut venir aussi de la machine qui est à basse vitesse. Enfin, je sais pas, ça dépend du type de machine, de ce qu'on entraîne. Donc, votre micro semble ouvert, si vous voulez. Oui, bonjour. En fait, le frein est déclenché lorsque le moteur est en arrêt. C'est le frein électromagnétique. Oui. Et la machine entraînée, c'est quoi? Un table tournante ou un convoyeur. Un convoyeur. Oui. Et donc j'ai pas bien compris là, le variateur alimente toujours le moteur au moment où vous activez le frein? Non, lorsque la machine est en arrêt, le moteur sera freiné mécaniquement par le frein électromagnétique. Oui. Et la problématique, Pour alors c'est l'équilibre, quoi? la problématique, c'est que, en fait, lorsque il y a une fréquence minimale dans laquelle le moteur se met à vibrer. Nous avons pensé qu'il faut tenir compte de la puissance consommée par le frein électromagnétique. Je ne sais pas.
Ouais, mais parce que le variateur, lui, il peut pas freiner le convoyeur tout seul. C'est-à-dire qu'il faut et le frein et le variateur pour freiner le convoyeur. C'est ça la problématique au départ ou pourquoi vous n'utilisez pas le variateur pour freiner le convoyeur et à la fin de la décélération, vous enclenchez votre frein électromagnétique? Est-ce que est-ce qu'il est... Oui, le frein électromagnétique est monté en parallèle avec le moteur. Donc, le variateur va alimenter le moteur et le frein électromagnétique. Ah oui, d'accord. Pour que le frein électromagnétique, comment Mais dirais-je, je pense pas que le frein électromagnétique a été conçu pour être alimenté en fréquence variable. c'est ça, mais lorsque le moteur avec frein est livré, est livré en parallèle, donc l'alimentation est en parallèle. Mais il faudrait quand même consulter le fabricant du moteur avec le frein, parce que je pense pas que en général, quand vous avez un câblage parallèle du frein sur le moteur, c'est pour une alimentation en vitesse fixe, pas en fréquence variable. Donc là, je suis pas convaincu que le frein, lui, il a été conçu pour être alimenté en fréquence variable. Donc c'est possible qu'il ait qui broute, qui commence à brouter quand il voit la fréquence variable au niveau alimentation, quoi. Mais ça, je pense qu'il faut quand D'accord. même consulter le fabricant du moto frein là, parce que je sais pas trop comment c'est conçu. Mais c'est vrai qu'en règle générale, moi, les freins électromagnétiques, j'ai jamais trop vu d'alimentation en fréquence variable. Je pense pas que ce soit très très adapté. Ah, d'accord, d'accord. Merci, merci. Je vous en prie. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup du coup Bruno pour cette présentation. Demain, on se retrouve à 10 h pour les fondamentaux de la vitesse variable et l'après-midi pour les applications de pompage et le logiciel EnergyBox. Encore une fois, on renouvelle notre annonce de disponibilité par rapport à toutes vos questions ou projets. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. D'ici là, portez-vous bien et puis bah à bientôt. On espère dès demain pour ces nouvelles sessions de formation. Merci à vous pour votre attention et bonne journée. Portez-vous bien.